bienvenue. Très heureux de vous accueillir ce soir pour cette manifestation avec Sandrine Schwartz, que je remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation au milieu d'un planning extrêmement chargé. Alors, nous allons découvrir ensemble un personnage absolument fascinant, Shoushani, mais d'abord, j'aimerais dire quelques mots pour présenter Sandrine, si certains d'entre vous ne la connaissaient pas, en disant d'abord que je suis toujours très heureux de l'accueillir à l'Alliance, puisque Sandrine est l'une des fidèles de l'Alliance et à travers différents programmes. Alors, Sandrine avait fait des cycles dans le cadre de notre programme universitaire et notamment un cycle qui avait beaucoup marqué il y a un peu plus d'un an autour justement de Shoushani. Elle enseigne également au SNEJ, donc ce programme destiné aux étudiants et aux jeunes actifs. Et par ailleurs, je sais combien elle mène souvent des recherches à la Bibliothèque de l'Alliance. Donc ainsi, Sandrine, vous êtes vraiment au centre de toutes les activités de l'Alliance. D'autre part, ce soir, c'est pour présenter donc Shoushani, un personnage que tout le monde connaît sans vraiment le connaître. Et je ne peux que rappeler ce que disait dans la très belle préface de votre livre, Vigoda, en parlant d'un maître prestigieux et impitoyable d'exégèse et de Talmud selon Lévinas. Alors, ce qui est absolument passionnant dans votre ouvrage, c'est à la fois évidemment de découvrir enfin qui est vraiment Shoushani. Il y avait eu déjà des travaux qui avaient été menés sur ce personnage, mais vraiment vous apportez des choses extrêmement intéressantes. Et puis, peut-être finalement, au-delà des anecdotes et du côté personnel, ce qui, moi, m'a absolument passionné dans votre ouvrage, c'est que finalement, vous racontez Shoushani par les yeux de 4 grands maîtres du renouveau de la pensée juive en France et au-delà après la Seconde Guerre mondiale, Lévinas, Manitou, Neher et Wiesel. Et je pense que c'est cela véritablement l'apport de votre livre qui, je dois le dire, est absolument passionnant et se lit extrêmement facilement. Je rappellerai en conclusion de cette petite présentation que vous travaillez évidemment, nous l'aurons compris, sur le renouveau de la pensée juive en France après la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes docteur en histoire moderne et contemporaine de l'EPHE. Nous vous connaissons également comme journaliste avant à Actualité Juive, maintenant sur Radio Shalom et sur d'autres supports. Vous avez également publié il y a 18 mois, 2 ans, je ne sais plus, une biographie de Eliane Amado-Lévy-Valency. Et au moment où vous allez donc nous présenter cet ouvrage sur Shoushani, je tiens à vous dire aussi que nous sommes très impatients de recevoir le prochain livre que vous publierez après Shoushani. Je vous laisse donc la parole, Sandrine, et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à toutes et à tous et merci Ariel de cette invitation. Alors comme vous l'avez rappelé, je suis liée à l'Alliance par un certain nombre de choses, par les conférences que j'y donne, par la bibliothèque. Et puis, comme vous l'avez dit, eh bien, ce livre, je l'ai écrit grâce à un cycle de 4 cours que j'ai testé au cours d'une conférence que j'ai pu donner au début de la pandémie. Alors d'habitude, toutes mes recherches débutent par la consultation d'archives à la médiathèque, à la bibliothèque de l'Alliance, et pas cette fois-ci. On m'a même dit, mais comment écrire un livre de 466 pages sur quelqu'un pour qui il n'y a aucune archive? Eh bien, le pari a été tenu et puis je vais vous expliquer que finalement, quand on cherche bien et quand on a les bons fils à tirer, les bons tiroirs à ouvrir, on peut trouver des archives concernant Shoushani. Alors, fascinant Shoushani, inquiétant Shoushani, un génie à une échelle qu'on a du mal à imaginer, quelqu'un qui sait tout sur tout, qui a une connaissance pointue des textes de la tradition juive et pas seulement, qui a une culture générale vaste avec une maîtrise d'un grand nombre de langues. Elie Wiesel disait qu'il parlait 30 langues sans accent. Moi, j'en ai dénombré au moins 15 avec un accent, et cet accent, on va le voir, vient d'Europe centrale, puisque c'est un accent lituanien, qui a une connaissance précise et pointue des sciences dures en mathématiques, en médecine, en physique quantique. Et à côté,
de ce savoir encyclopédique, eh bien, une allure de clochard, des manières peu amènes, puisqu'il se mettait en colère assez facilement, il pouvait cracher, il pouvait voler chez les gens chez qui il était hébergé. On le décrit souvent avec un grand impair, quelqu'un d'un peu rondouillard, avec un chapeau mou trop petit pour son crâne trop grand. Quelqu'un m'a même dit qu'il était dans un tel état de saleté qu'on aurait pu y faire pousser des choux, avec toujours à côté de lui un bagage qui contenait le monde, qu'il s'agisse d'une valise ou d'une sacoche, d'où il sortait tout un tas d'objets hétéroclites. Et ce fascinant Chouchani s'était choisi comme nom cette appellation de Chouchani, et on s'est même demandé s'il avait pu exister un clochard avec des connaissances si poussées et en même temps quelqu'un qui avait une apparence un peu étrange et qui lui-même a forgé la légende, puisque lui-même de son vivant s'est inventé des lieux où il avait pu naître. Eh bien, est-ce que ce personnage a vraiment existé? Et on le sait, qu'il a existé puisque plusieurs grandes figures de cette école française de pensée juive dont vous a parlé à l'instant Ariel en témoignent. Et ces figures, ce sont notamment Léon Ashkenazi d'Imanitou, Elie Wiesel, Emmanuel Lévinas et André Neher et d'autres. Et en fait, mon livre s'articule autour de deux grandes parties. La première partie est de savoir quel rôle ce monsieur Chouchani a joué dans cette renaissance de la pensée juive en France à la Libération. Et la seconde partie est de voir qui était ce Chouchani et en quoi de savoir qui il était vraiment, quelle était sa vraie identité et quels ont été les lieux de son errance permettent de comprendre les enseignements qu'il a pu donner en France dans ces années d'après-guerre. Alors, c'est mon dada, donc l'école française de pensée juive et ses grands animateurs. Je vous en dis un mot rapidement. L'école française de pensée juive, alors je préfère ce nom-là à l'école de pensée juive de Paris, puisque des animateurs venaient de Strasbourg, c'est notamment le cas de André Neher, mais aussi de Théo Dreyfus ou d'autres, ou de Beno Gross. Et donc, cette école française de pensée juive qui a vu le jour au lendemain de la guerre s'est articulée autour de deux expériences. La première expérience, c'est la célèbre école Gilbert Bloch d'Orsay, créée à la rentrée universitaire de 1946 par Robert Gamzon, dit Castor Soucieux, de ce nom de totem des éclaireurs israélites de France, qui avait créé donc une trentaine d'années plus tôt les éclaireuses et les éclaireurs israélites de France en 1923 précisément. On va fêter bientôt le centenaire. Et donc, il crée cette école de cadres dont l'idée germe pendant l'occupation et notamment dans l'esprit d'un polytechnicien, Gilbert Bloch, un jeune homme qui avait fait partie des chantiers de jeunesse de Vichy, qui ne connaissait pas grand-chose au judaïsme et qui est rappelé par sa judéité, qui se retrouve à fréquenter les EI et les maisons d'enfants pendant la guerre et qui là se reforme au texte de la tradition juive et puis conçoit cette idée. Il écrit même un texte que l'on peut retrouver aux archives du mémorial de la Shoah où il parle qu'il faut déjà penser à une renaissance spirituelle du judaïsme français. C'est quand même une idée qui paraît assez folle à l'heure où on craint pour sa vie, on pense déjà à sa survie physique et des personnes pensent déjà à la survie spirituelle du judaïsme français, autour notamment de Jacob Gordin qui gravite dans ses maisons d'enfants et autour des éclaireuses et des éclaireurs israélites de France, née cette fameuse école des prophètes autour de Chouraki, Vajda, Rotnemer, Yitzhaki, Vairenal, etc. Et l'idée sera reprise au lendemain de la guerre. Alors, il faut vous dire que ce Gilbert Bloch sera un héros de la résistance et tombera dans un des maquis. Et donc, pour lui rendre hommage, eh bien, Castor, Robert Gamzon, décide de créer cette école d'Orsay. Pour la première promotion, il y a comme professeur en matière juive, encore une fois, ce Jacob Gordin dont la vie ressemble presque
trait pour trait à celle de Chouchani, dont je vais vous parler dans un instant, dont Jacob Gordin, qui naît en 1896 à Dvinsk, du Nabourg, en Lettonie, qui surmonte le numerus clausus qui est imposé aux Juifs et qui étudie la philosophie. Il se retrouve en 1923 à l'Académie des sciences du judaïsme, la fameuse Wissenschaft des Judentum de Berlin, aux côtés de Cohen, de Rosenzweig, de toutes ces grandes figures de la Scala, et qui, Jacob Gordin, écrit les notices de l'Encyclopédia Judaica en cours d'écriture sur les penseurs juifs médiévaux. Et encore aujourd'hui, quand on va en Israël et qu'on consulte ces notices sur ces grands penseurs juifs du Moyen-Âge, ce sont les notices de Jacob Gordin qui ressortent. Donc, sentant le vent tourner, en 1923, il se rend en France. Il pense, Jacob Gordin, qu'il pourra accéder au milieu universitaire. Les portes lui sont fermées et il entrera dans les œuvres de l'Alliance israélite universelle, encore une fois, et il deviendra le bibliothécaire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il a même fait partir un espèce une wagonnette, un petit camion avec les livres qu'il voulait sauver. Pour lui, c'était plus important qu'emporter quoi que ce soit. Et malheureusement, eh bien, ce car avec tous ces livres sera perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il est à l'école des prophètes. Il est le premier maître en matière juive de l'école d'Orsay. Et il a notamment pour élève quelqu'un qui s'appelle Léon Ashkenazi, Manitou romantique, élève de la première promotion de l'école d'Orsay et qui est totalement transmuté par les enseignements de Jacob Gordin, qu'il qualifiera de son premier maître Ashkénaze. C'est cette fameuse historiosophie qui fait sens pour lui. Et quelle est en fait la définition de cette historiosophie? C'est un mélange d'histoire et de philosophie et d'étudier de manière incarnée les textes de la tradition juive, qui est l'inverse de la Haskalah. La Haskalah, c'était de porter un regard universitaire sur les textes de la tradition juive, et Jacob Gordin initie un mouvement totalement inverse, de porter, à partir des textes de la tradition juive, un regard sur la culture générale. Et ce sera la méthode aussi qu'emploiera Chouchani. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, quand Manitou devient quelques années plus tard directeur de l'école d'Orsay. Donc en 46, il est élève. Dès 49-50, il devient directeur de l'école d'Orsay et il veut les meilleurs enseignants possibles. Et là, Castor, Robert Gamzon, lui conseille Chouchani, alors que d'autres, comme le rabbin Breuer, lui dit non, attention, ce Chouchani est diabolique. Et il n'écoute pas les conseils et fera venir Monsieur Chouchani à l'école d'Orsay. Chouchani qui fera c'est un grand numéro à l'école d'Orsay. Il passera des Shabbats là-bas. Donc, il aura sa chambre et puis il donnera quelques conférences. Et en même temps, Manitou était à l'époque vice-président de l'UEJF et il fera venir Chouchani donner des conférences à l'UEJF. Et dans mon livre, je parle notamment d'une conférence avec un carton d'invitation que je produis, d'une conférence que Chouchani donne sur le thème de judaïsme-christianisme. Et ce qui est intéressant, c'est que ce carton d'invitation figure dans les archives de Colette Baer, aux archives sionistes mondiales à Jérusalem, et que ce carton est associé des notes de Colette Baer, et on y voit quelques enseignements de Chouchani. Alors, on va laisser un temps de dialogue tout à l'heure. Je vais vous dire trop peu de choses que j'ai envie de vous dire sur Chouchani, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, on reviendra. Et donc, dans cette conférence sur judaïsme et christianisme, c'est tout à fait intéressant, il donne cette idée que contrairement à ce que tout le monde pense, ce n'est pas la Torah qui est universelle, c'est le Talmud. Et le Talmud sera le thème de prédilection d'étude de M. Chouchani. La Guémara sera notamment le thème de prédilection des commentaires qu'il tentera de faire connaître à toute une génération. Alors, pourquoi à toute une génération? Parce que Chouchani est à l'école d'Orsay, mais il est en même temps celui qui prépare la bar mitzvah un grand nombre de jeunes enfants. C'est un peu le nom qu'on se refile entre familles pour préparer à la bar mitzvah. Alors, il y a ceux qui, parmi les enfants, vont comprendre quelque chose, mais cette grande majorité d'enfants qui n'y comprendront rien et qui seront plutôt intéressés
par le côté aventurier de ce monsieur Chouchani, qui, en plus de cette apparence un peu hors du commun, eh bien, racontait des récits extraordinaires. Et ça va fasciner les gens. On le voit aussi dans les maisons d'enfants de Lozé. On le voit à l'école Maïmonide. Et ça, c'est une anecdote que j'ai envie de vous raconter parce que cette anecdote, on me l'a racontée à l'Alliance israélite universelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais donné un cycle de 4 cours, notamment sur Monsieur Chouchani, pour voir comment mes premières recherches étaient perçues. Et il y avait, peut-être qu'il est parmi vous ce soir, il y avait quelqu'un qui s'appelait Joe Binderfeld et qui m'a raconté avoir été un des premiers élèves de l'école Maïmonide quand elle a réouverte en 1945. Donc, cette école qui avait été créée avant-guerre par Marcus Cohn, qui a réouvert et qui s'inscrit dans ce projet de renaissance de la pensée juive de langue française, avec cette manière de faire dialoguer les textes de la tradition juive et la culture universelle, cette méthode qui était celle de Gordin, comme je vous l'ai dit, mais aussi de Chouchani. Et donc, Joe Binderfeld assiste à ces cours et il me raconte des anecdotes. Par exemple, cette anecdote que Chouchani pouvait donner un cours allongé sur le bureau, sur la table, et puis finalement de savoir ce que les jeunes comprenaient ou pas, c'était pas ça qui importait, parce que lui, ce qu'il visait, c'est faire un spectacle. Il faut imaginer les cours de Chouchani comme un spectacle de l'érudition, en convoquant toutes les connaissances qu'il pouvait avoir, et ça, c'était quelque chose qui était à l'époque fascinant encore aujourd'hui, et c'est pour ça aussi qu'il était difficile de prendre des notes pour plusieurs raisons, parce qu'il fallait avoir toutes les connaissances que Chouchani avait pour pouvoir suivre, et puis en même temps, il fallait avoir ces connaissances des sources de la tradition juive qu'on n'avait pas forcément en France dans ces années d'après-guerre. Et donc, Joe Binderfeld me raconte cette anecdote que Chouchani aimait briller, qu'il y avait parfois des joutes un peu difficiles avec Marcus Cohn et René Cassin aussi, qui étaient venus à l'école Maïmonide. Et puis, il me raconte que Marcus Cohn veillait à ce que le strict minimum des règles du judaïsme soient respectées, notamment le fait de ne pas mélanger le lait à la viande. Et Joe Binderfeld se rappelle avoir assisté à une scène. Donc, Monsieur Chouchani, de ce bagage qui contenait le monde, sort un morceau de beurre, une plaquette de beurre, et il la pose sur une table halavi, alors qu'on vient et lui notamment, de manger de la viande. Et ça interpelle aussi sur le lien à la mitzvah, au rite de Monsieur Chouchani, parce qu'il faut savoir que dans tous les récits concernant Monsieur Chouchani, il y a toujours 2 versions des choses. Une version où il était pieux, les gens vont vous soutenir mordicus, une autre version où ils vont vous dire mais non, pas du tout, c'était un apicorète. Quelqu'un va vous dire que c'est sûr qu'il était ashkénaze, d'autres, mais c'est sûr, mais lui-même le disait, il était séfarade, qu'il était pauvre, mais non, pas du tout, il avait beaucoup d'argent, il jouait en bourse et il est mort riche. Enfin voilà, Chouchani, c'est toujours plusieurs versions des choses, et ce qui fait aussi que ce personnage était fascinant. Donc Chouchani, dans ces années d'après-guerre, il est partout, il est à l'école d'Orsay, et finalement, pour un ensemble de raisons, Manitou va finir par lui interdire l'accès de cette école. Un certain nombre de raisons, encore une fois, sur lesquelles on pourra revenir si vous me posez la question tout à l'heure, mais que je vous résume en plusieurs points. Le premier point, c'est que la méthode de Chouchani était une méthode qui était basée sur la déconstruction. C'est-à-dire que il y avait l'importance de décortiquer et déconstruire chaque lettre de la citation biblique sur laquelle il travaillait. Et un jour, il pouvait donner une version des choses. Le lendemain, il déconstruisait celle qu'il avait donnée la veille. Le surlendemain, il redéconstruisait celle des 2 jours précédents. Et ça pouvait durer comme ça des mois. Ça pouvait durer très longtemps. Et comme je vous disais tout à l'heure, ces jeunes qui viennent à l'école d'Orsay ont une assise du judaïsme qui n'est pas complètement structurée ou solide. Ce sont des gens qui revenaient au texte de la tradition juive. Et Manitou trouvait que cette méthode de déconstruction n'était pas pédagogique et que ces jeunes, finalement, finissaient sur un champ de ruines et que ce n'était pas quelque chose de constructif et de pédagogique dans cette école. Manitou qui était un grand pédagogue, au même titre qu'André Neher. Il y a une deuxième raison, c'est que chez nos grands penseurs, quand on cite un penseur et quand on cite des textes de la tradition juive, des passages particuliers, il faut savoir qui on est.
Ou qui est ce penseur qui cite? Shoushani, qui n'était pas son vrai nom, eh bien déboussolé aussi parce qu'on ne savait pas d'où venait son savoir. Et ça, pour Manitou, c'était quelque chose qui dérangeait. D'où venait l'origine de ce savoir et en quel nom, à quel titre il était capable de citer. Il y a aussi eu des affaires de mœurs sur lesquelles je passerai rapidement. Et puis, il y a surtout, c'est Henri Atlan qui m'a raconté ça, une conférence de Manitou au même moment où il était président du EJF et où Shoushani a donné cette fameuse conférence sur judaïsme et christianisme, et Manitou proposait pour le EJF une conférence sur la clandestinité de la pensée juive. Shoushani était au fond de la salle, il ne s'était pas fait voir, et quand Manitou a fini sa conférence, qui était très pointue et très intéressante comme pouvait les donner Manitou, eh bien Shoushani s'est levé à la fin et a démonté totalement et l'argumentaire de Manitou et lui a dit mais tu t'es trompé sur ci et sur ça, et Manitou s'en est trouvé profondément vexé, et pour toutes ces raisons que je viens de vous citer, il lui a interdit l'accès à l'école d'Orsay. Il y en a d'autres, on m'a raconté, c'est Henri Atlan qu'il avait volé le Sefer Torah de l'école d'Orsay. On lui avait demandé, il n'y en avait qu'un, il n'était pas très riche à l'époque, on lui a demandé de faire revenir, il ne l'a jamais rapporté, probablement qu'il avait volé. Enfin, tout un tas d'anecdotes qui ont fait que Manitou, le grand pédagogue, n'a plus voulu que Shoushani soit au contact des étudiants, il lui a fermé l'école, les portes de l'école. Ce qui n'en demeure pas moins que Manitou est le seul, je dis bien le seul, à citer des enseignements de Shoushani, ouvrez les guillemets, Shoushani a dit que. Pourquoi en était-il capable? Pourquoi les autres ne l'ont pas fait? À mon avis, je pense que Manitou, comme je vous l'ai dit, qui avait déjà rencontré Gordin, qui avait été séduit et transmuté par ses enseignements qui sont assez similaires finalement à ceux de Shoushani. Comme lui, il parlait, Gordin, un grand nombre de langues. Il faut imaginer un savant qui parlait une sorte d'espéranto. Il fallait aussi s'accrocher pour suivre les cours de Gordin. Et qui, pour lui, en fait, il fallait, quand il effectuait une démonstration philosophique ou sur des textes de la tradition juive, employer le mot adéquat dans la langue. C'est-à-dire que quand il parlait philosophie, il pouvait employer des mots en grec ou en allemand. Quand il parlait de textes de la tradition juive, il citait les mots en hébreu. Il avait des concepts en donc allemand, hébreu, grec et puis d'autres langues. Donc, il fallait avoir une connaissance aussi pointue pour suivre les enseignements de Gordin. Il parlait l'arabe syriaque, l'arabe coranique, tout un ensemble de langues. Il savait tout sur tout. C'était vraiment aussi un cerveau assez impressionnant. Mais il n'avait pas ce côté fantasmatique de M. Shoushani qui faisait rêver. Finalement, il était assez lisse. Et c'est sans doute pour ça qu'une sorte de rupture s'est faite entre les deux. Ils avaient aussi ce point commun d'être des maîtres de l'oral. Shoushani n'a pas écrit. On y reviendra, il a griffonné des petits cahiers, mais il n'a jamais publié. Jacob Gordin a écrit quelques textes, sa thèse de doctorat, notamment en Allemagne. Il a écrit quelques textes pour des revues de l'Alliance, aussi sur Maïmonide notamment, mais il n'a pas écrit d'ouvrage phare. Et comme Manitou, Gordin et Shoushani étaient des maîtres de l'oralité, donc d'un certain nombre de points communs, à tel point que parfois, quand on m'a parlé de Gordin, eh bien, on confondait avec Shoushani inversement. Les deux, parfois, ont été confondus dans les mémoires. Et donc, on en revient à Manitou. Manitou qui avait été déjà happé par les enseignements de Gordin, dont il a gardé la photo dans son bureau jusqu'à la fin de ses jours. Eh bien, quand il rencontre Shoushani, il a suffisamment de distance à mettre entre lui et ce savant original pour pouvoir le citer. Et même s'il y avait des divergences, comme je vous l'ai dit, qui étaient quand même assez importantes entre Manitou et celui qu'il a appelé aussi son maître, eh bien, il a réussi à le citer. Il y a cette fameuse citation que tout le monde connaît et qui résume bien qui était Shoushani. Manitou disait, on disait de lui à Strasbourg qu'il était 50% fou et 50% génial. Eh bien, il était en fait 100% fou et 100% génial.
Et ça résume un petit peu Manitou et ses enseignements. Alors, comment on connaît ses enseignements? Et c'est notamment grâce à Chaim Rothenberg qui reprend tous les enregistrements audio de Shoushani qui sont aujourd'hui disponibles à l'écoute sur plusieurs sites, hein, et notamment sur un site de la parole de Shoushani, de Manitou, pardon. Et quand on écoute, eh bien, ces enregistrements, on voit que Manitou n'hésite pas à citer Shoushani. Et souvent, à vrai dire, c'est pour illustrer un de ses propos, ce qui n'est pas le cas quand il parle du Rav Kook ou de Gordin, qui sont les citations à ce moment-là, le point de départ d'une réflexion, mais quand il parle de Shoushani, ce grand maître qu'on a connu, je n'ose parler du Rav, mais plutôt le professeur Shoushani, etc. Et donc, il va citer des enseignements. Et si vous me posez encore une fois la question tout à l'heure, je vous en lirai un qui est tout à fait intéressant et qui peut se relier à la pensée de Emmanuel Lévinas. Donc, Shoushani apparaît dans ces années d'après-guerre, dans un certain nombre d'endroits, chez des gens, contre l'hébergement, contre les gîtes et le couvert. Il va donner des cours. Il est un peu dans les maisons d'enfants. Il est un peu à l'école d'Orsay. Et puis, il est dans la petite chambre de bonne d'Elie Wiesel. Alors ça, c'est un chapitre important de mon livre parce que le lien entre Elie Wiesel et Shoushani est quelque chose de fondamental parce que souvent, le premier accès qu'on a eu de Shoushani, la première fois qu'on l'a entendu, c'est parce qu'on l'a lu sous la plume d'Elie Wiesel qui en parle notamment dans ses mémoires, Tous les fleuves vont à la mer, ou qui en parle dans d'autres livres, hein, Le Juif errant, etc., sous le nom de Shoushani. Mais Shoushani est aussi, même s'il n'est pas cité nommément, un certain nombre de personnages qui habitent les romans d'Elie Wiesel. Alors, Elie Wiesel, je vous en dis un mot parce que c'est important, un peu comme cette fameuse école de pensée juive de Paris. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, elle s'est articulée autour de l'école d'Orsay. Je n'ai pas fini, elle s'est articulée aussi autour du colloque des intellectuels juifs, mais je vous en parlerai dans un instant. On oublie que Elie Wiesel a été présent dans ces années d'après-guerre en France et qu'à ce titre, parce qu'il a donné des conférences à l'école d'Orsay, et à l'autre élément qui constitue cette école française de pensée juive, ce fameux colloque des intellectuels juifs de langue française, à ce titre, on peut dire qu'il a été une figure du renouveau de la pensée juive en France. Elie Wiesel, comme vous le savez, donc il n'est pas Elie Wiesel, hein, qui est Laizer Wiesel, V-I-Z-E, qui naît en 1928 dans un petit shtetl de Transylvanie à Marmory-Siget, un petit shtetl où le judaïsme se respire comme l'air qui entoure cette petite communauté. Il est entouré de rabbis, le rabbi de Belz, le rabbi de Witschnitz. Son père tient une petite épicerie qui fait aussi office de kiosque dans vraiment le quartier juif, la rue principale. Les Wiesel habitent à côté, donc le monde passe dans cette petite épicerie et puis on y apprend aussi les langues. Et Elie Wiesel grandit. Et c'est ce qui lui donne aussi une assise sûre, hein, entourée de l'affection de sa famille, et c'est ce qui lui permettra sûrement de ne pas vaciller face à l'adversité qui arrivera après quand il sera déporté. Et donc, il grandit dans ce monde qui est comme une carte postale avec son grand-père Dodi Feg, qui était déjà rabbi à la cour du premier rabbi Wischnitzer, le rabbi de Wischnitz. Et donc, Elie Wiesel grandit dans ce judaïsme chassidique, et il le racontera jusqu'à la fin de ses jours, malgré la Shoah, il restera un chassid de ce petit village. Et donc, autour de lui, il y a des sages, des tzadiks, des rabbins, des fous, des mendiants, des juifs errants. Et puis arrive la Shoah, il est adolescent et toute cette vie est balayée, une vie pour laquelle il était fait. Il le dit, il le raconte dans chacun de ses livres. Il serait devenu un rabbin s'il n'y avait pas eu tout ça. Les chants de son enfance, les récits de son grand-père Dodi Feg l'ont bercé. Cette enfance est totalement heureuse et elle est complètement exterminée dans la Shoah. Cette vie n'existe plus. Il se retrouve, comme vous le savez, donc il perd son père, il perd sa mère, il perd sa petite sœur. Ses deux sœurs, il ne le sait pas quand il arrive avec les enfants de Buchenwald qui sont récupérés par l'OSE. Il ne sait pas que ses deux sœurs sont vivantes. Donc il est seul au monde. Ce monde a été balayé. Et là, eh bien, il fait vœu de silence sur la Shoah. Et puis, il a cette réflexion que beaucoup de juifs auront, de juifs pieux,
et qui remettra en question la foi de ces Juifs qui ont été victimes de la Shoah. Si Dieu existe, il a laissé faire à Auschwitz. Quel est ce Dieu qui laisse faire ça? Et si Auschwitz a pu avoir lieu et que Dieu n'a rien pu faire, est-il vraiment tout-puissant? Et dans les deux cas, sa foi est blessée. Et au même moment, alors que Losé, qui sent ses prédispositions et lui loue une petite chambre d'Aubonne et le laisse suivre des cours de philosophie à la Sorbonne où il est encadré par quelqu'un qui s'appelle François Val, qui l'encadre pour les cours de philosophie, il est en même temps au contact de Chouchani qui lui redit la beauté des textes. Et ce Chouchani qui débarque, eh bien, sera le trait d'union entre cette enfance édénique, idyllique, qui est disparue, et il est tous ces personnages de son enfance. Il est le sage, il est le fou, il est le surdoué, il est le juif errant, et Chouchani est le lien d'identification à cette enfance perdue. Alors, il faut dire que Elie Wiesel est un conteur, C-O-N-T, qui a romancé à l'extrême Monsieur Chouchani, auquel il s'est identifié. Comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y a toujours plusieurs versions des choses avec Monsieur Chouchani. Par exemple, quand il parle, Elie Wiesel, dans ses livres, que j'ai tous relus, de sa rencontre avec Chouchani pour la première fois, il y en a au moins 3. Laquelle est vraie? Laquelle est romancée? Est-ce que toutes sont vraies? Est-ce que toutes sont romancées? Je pense qu'il faut y voir un peu de vérité partout. Il y a la première rencontre dans ce train qu'il ramène à Taverny, où il part de Paris, où il est la semaine étudiant à la Sorbonne en philosophie, et le week-end, il rejoint sa maison d'enfant, où il doit donner un cours, et que Chouchani est là dans le train. Et il y a encore une fois plusieurs versions. Soit Elie Wiesel a prévu de faire une leçon sur Job, soit il l'a fait, soit il l'a fait pas. Mais en tous les cas, Chouchani est là et fait quelque chose, dit des choses sur Job qui l'éblouit. Et là, il le choisit pour maître. Il y a cette autre version où Elie Wiesel se trouve à la maison Les Hirondelles, à côté de Lyon, cette maison d'enfants qui est gérée par les époux Samuel, le beau-frère et la sœur d'André Neher. Et c'est là d'ailleurs où il rencontre pour la première fois André Neher, qui restera pour lui quelqu'un de très important dans sa formation. Et puis il raconte qu'il voit au fond de la pièce quelqu'un à l'allure un peu négligée, mais quand même qui l'interpelle. Et on lui dit: ne t'approche pas de lui, c'est Chouchani. Donc, première rencontre. Et puis, la première rencontre, ce serait la synagogue de la rue Pavée, un jour de Shabbat, toujours dans ces mêmes années. Alors, il y a aussi, par exemple, plusieurs descriptions aussi chez Elie Wiesel de la mort de Chouchani. C'est des choses qu'on lui a reprochées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Chouchani a été quelqu'un qui a été important dans la renaissance spirituelle de Elie Wiesel. Et dans mon livre, il y a des éléments qui sont inédits. Alors ça aussi, c'est un concours de circonstances parce qu'on ne savait pas où se trouvaient les archives d'Elie Wiesel concernant Chouchani, et j'ai pu, peut-être que par de la chance, parce que la situation s'y prêtait en plein confinement, etc., j'ai pu avoir accès à ces archives. Et ces archives, donc une pochette d'Elie Wiesel où il y avait marqué Chouchani en hébreu dessus. Et dans ces archives, et je présente dans le livre une lettre qui montre que Elie Wiesel, quand on le questionnait sur l'identité de Chouchani, on lui disait: mais qui était-il? Il disait Mordechai Rosenbaum, la traduction en yiddish de Chouchani. Eh bien, il savait que Chouchani s'appelait Hillel Perelman, et il avait fait vœu de respecter son secret. On dit aussi, il avait dit, Elie Wiesel, que il écrivait un livre pour révéler la vérité sur Chouchani au moment de sa mort. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir le questionner sur le sujet, et son épouse aussi. Alors, il écrivait un livre sur les gens qui l'ont marqué. Malheureusement, ce livre, on ne sait pas à quelle étape il en était quand Elie Wiesel est décédé, mais en tout cas, on n'a pas de traces. Mais ces archives aujourd'hui qui ressurgissent démontrent que Elie Wiesel savait bien que Chouchani s'appelait Hillel Perelman, qui venait de Brisk, comme je vais vous l'expliquer dans un instant, et c'était une sorte de secret de Polichinelle. Alors, je dis beaucoup d'autres choses dans ce chapitre, qu'Elie Wiesel, notamment, ne cite pas un Chouchani. Il dit: on ne cite pas Chouchani. Mais, malgré tout, il a essayé de gagner un peu d'argent, Elie Wiesel, quand il était
étudiant à la Sorbonne, et il a essayé, il le raconte, de donner des cours aux enfants qui se préparaient à la bar mitzvah à la manière de Chouchani. Et finalement, au bout de quelques jours, il s'est fait renvoyer par le père de l'enfant parce qu'il n'arrivait pas à l'imiter. Il raconte aussi que Chouchani, avec cet accent qui était reconnaissable quand il parlait en yiddish, ce lituanien assez pur, et qu'il a essayé de l'imiter. Et quand Elie Wiesel tentait de parler yiddish, c'était pour imiter cet accent lituanien. Et donc ça aussi, c'est des choses, des petites bribes de choses qu'on peut percevoir de qui était réellement Chouchani, pardon. Et donc Elie Wiesel s'est identifié à Chouchani et qu'il a romancé ce personnage qui est présent dans un certain nombre de ses ouvrages. Et puis, donc, je vous ai parlé de Manitou et Elie Wiesel, je vous ai parlé de Manitou et Chouchani, pardon, de Elie Wiesel et Chouchani, et puis Lévinas. Et ça, c'est un chapitre important, un chapitre même fondamental de ce livre. Quand Chouchani n'était pas hébergé chez Lévinas, il était chez Emmanuel Lévinas notamment. J'ai eu des témoins qui m'ont dit que Chouchani pouvait arriver à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, mais quand Lévinas voyait Chouchani arriver, eh bien, il a arrêté tout. Lui, le professeur en philosophie qui tenait, qui avait une grande rigueur à enseigner correctement à ses élèves, et bien, quand Chouchani est arrivé, eh bien, il a arrêté tout, il est monté s'isoler avec le docteur Henri Nerson qui lui avait présenté Chouchani pour étudier presque toute la nuit. Alors, Chouchani, il arrivait, il disparaissait, il donnait pas il n'y avait pas d'heure précise. Hein. Il pouvait donner des rendez-vous. J'allais dire, il ne donnait pas de rendez-vous. Il pouvait donner des rendez-vous. Mais quand il donnait des rendez-vous, c'était des choses insolites. Par exemple, à Manitou, il pouvait lui donner des rendez-vous à 6 heures du matin pour lui dire devant la bouche du métro. Et finalement, c'était juste pour lui demander de ressemeler des chaussures parce qu'il avait un goût pour les chaussures. Il adorait ça. Il pouvait même en mettre à emporter des différentes. Mais en tout cas, il arrivait, il disparaissait. On ne savait jamais vraiment quand il pouvait arriver. Et donc, Emmanuel Lévinas, en tout cas, arrêtait tout pour suivre les enseignements que lui donnait Chouchani. Chouchani qui n'était pas toujours très agréable avec Lévinas. Lévinas parlait de lui comme un maître impitoyable hein, qui pouvait se mettre en colère, le secouer par les épaules, le disputer quand il n'était pas content. Et peu importe qu'il avait en face de lui Lévinas, il continuait. Alors, comme je vous ai dit un mot sur Gordin, je vais vous dire un mot sur Emmanuel Lévinas. Je vais sans doute enfoncer des portes ouvertes, mais il est important de le rappeler. Lévinas, Emmanuel, né en 1905, décembre 1905, à Kovno, en Lituanie, dans une famille de la bourgeoisie. Alors, je vous donne un cours de chez moi. J'espère que vous n'entendez pas trop les enfants et mon mari. Je suis désolée si vous les entendez, mais ça fait partie des aléas du Zoom. Je m'en excuse. Et donc, Emmanuel Lévinas, qui naît en décembre, qui naît, peu importe, en tout cas, quasiment à la même période. Hein. Donc, Gordin, je vous ai dit, c'est 1896. On verra dans un instant que Chouchani, c'est 1895. Les Lévinas, c'est 1905 dans cette même région du monde, avant les révolutions russes, qui lui aussi surmonte le numerus clausus, a déjà enfant des cours de judaïsme, d'initiation à la lettre carrée. Hein. Quand on dit que Chouchani lui a tout appris, ce n'est pas le cas. Il avait déjà des bases quand il était enfant. Il arrive à Strasbourg pour étudier la philosophie. Strasbourg, ce pays en France, cette ville de France, où la révision du procès du capitaine Dreyfus a pu avoir lieu. C'est ce que s'imaginait le père hein, d'Emmanuel Lévinas, et c'est pour ça que c'est plutôt la France qu'il choisit, avec cette ville la plus à l'est plutôt que l'Allemagne. Et il étudie la philosophie, il a des grands professeurs, Pradine, Carteron, mais quand on étudie la philosophie dans ces années de l'entre-deux-guerres, eh bien, on ne peut pas faire l'impasse sur l'Allemagne, et puis il va donc suivre des cours d'Edmund Husserl et de celui qui lui succédera quand Husserl prendra sa retraite à Heidegger. Et donc, il faut imaginer que dans l'entre-deux-guerres, avec sa thèse de doctorat sur la phénoménologie husserlienne, Emmanuel Lévinas introduit en France une philosophie qui est mal connue ou peu connue, c'est la philosophie allemande et cette phénoménologie.
Donc, quand arrive la guerre, Emmanuel Levinas est déjà un philosophe qui est connu dans les milieux de la philosophie et qui est l'introducteur en France de la phénoménologie. La guerre arrive, lui, il est prisonnier de guerre dans un stalag, sa femme et sa fille sont réfugiées en zone non occupée et toute sa famille qui est restée en Lituanie décédera dans la Shoah par balle. Je suis désolée d'être aussi rapide, mais en tout cas, ces événements resteront pour lui une tumeur de la mémoire et sans doute contribueront à reformuler sa pensée en refaisant l'histoire de la philosophie et en démontrant que finalement que l'éthique a été souvent scotomisée et éludée dans la tradition de la philosophie des auteurs grecs aux auteurs allemands. Et à ce moment-là, il rencontre Monsieur Chouchagny. Comme je vous disais tout à l'heure, cette équation qu'il faut retenir, école française de pensée juive égale école d'Orsay plus colloque des intellectuels juifs, où Elie Wiesel aussi donne quelques conférences, eh bien Emmanuel Levinas, qui est présent dès la première rencontre de ce colloque des intellectuels juifs de langue française. Alors là aussi, je suis obligée de vous en dire un mot, parce que c'est un sujet important pour moi sur lequel j'ai fait notamment ma thèse de doctorat. Il faut donc imaginer, dans ces années d'après-guerre, cette volonté de redémontrer que les textes de la tradition juive et que se référer au judaïsme peut être le point de départ du grand débat des cultures. Et à partir de là, c'est quelque chose de fondamental qui est mis en place dans cette renaissance spirituelle du judaïsme français. C'est de démontrer qu'à l'heure où l'échec de la modernité, comme on le dit en philosophie, a eu lieu, où une religion et pas seulement, un peuple et pas seulement, une culture et pas seulement, ont tenté aurait pu être exterminés dans les camps de concentration, eh bien, il était nécessaire de montrer ce qu'était l'identité juive et que l'identité juive était davantage que tout cela. C'était plus qu'un peuple, c'était plus qu'une religion, c'était plus qu'une culture, c'était des éléments qui étaient le point de départ de la civilisation occidentale, de cette fameuse civilisation judéo-chrétienne, et que de s'interroger sur tous les sujets qu'on pouvait se poser dans la modernité à partir des textes de la tradition juive, apporter des réponses à l'humanité en son entier. Et que finalement, les Juifs se référaient à des textes qui n'étaient pas uniquement destinés à eux, qui n'étaient pas un particularisme, mais qui étaient destinés à tous. Et c'est ça, en fait, le point de départ de l'école française de pensée juive, dont le colloque des intellectuels juifs de langue française a fait sienne cette identité. Et donc, à l'initiative du Congrès juif mondial, alors que Edmond Flegg en fait partie, que André Neher en fait partie, que Aaron Steinberg et Léon Algazi en font partie, eh bien, ils décident de lancer des invitations pour réfléchir finalement à ce que ça veut dire être juif après la Shoah. Et donc, ils organisent un Shabbat plein dans une maison de Lausée le 24 mai 1957. C'est encore une fois la maison de Versailles où Chouchagny ira et où Elie Wiesel aussi sera un des enfants de Buchenwald qui fréquenteront cette école. Eh bien, ce Shabbat plein est organisé avec ces grandes figures, avec des grandes figures qui sont invitées, donc Edmond Flegg, je l'ai dit, André Neher, Emmanuel Levinas, Léon Algazi, Steinberg, la philosophe Eliane Amado Lévy-Valency, Jean Val, Jean Kelevitch et tant d'autres. Et la hauteur de vue des discussions est telle qu'il décide l'année d'après d'organiser un autre colloque au siège du Congrès juif mondial, un comité préparatoire secret. Et finalement, eh bien, quasiment tous les ans, un colloque des intellectuels juifs sera proposé à l'initiative du Congrès juif mondial, après en association avec la Fondation du judaïsme français, où tous les thèmes étaient débattus par les plus grands penseurs du moment, où des intellectuels chrétiens aussi étaient présents, et cette présence était d'ailleurs entretenue, et donc à l'écoute de ces colloques qui sont aujourd'hui tous publiés dans les actes du colloque, enfin tous sauf un, eh bien on peut voir la hauteur de vue de tous ces intellectuels, et notamment on peut y lire la leçon talmudique d'Emmanuel Levinas, et on revient à ce que je voulais vous dire concernant Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas qui va proposer, alors pas la première fois il propose une leçon autour de Franz Rosenzweig,
de la Haskalah et c'est sans doute pas innocent. Et à partir du deuxième colloque, il propose des leçons talmudiques jusqu'à sa dernière participation. Et la leçon talmudique de Lévinas et la leçon biblique de Néher seront les éléments phares qui encadreront les discussions. Et dans ces leçons talmudiques, dont tous les archives du colloque sont aux archives sionistes centrales à Jérusalem, tout a été enregistré et tout a été retapé. Et chacune de ces leçons talmudiques commençait par un avertissement de Lévinas qui disait qu'il n'était pas grand-chose, qu'il avait un peu honte devant un public plus érudit que lui en matière juive. Et notamment, heureusement que son maître n'est pas là, parce que lui, ce n'est qu'un talmudisme du dimanche, qu'il va proposer des rudiments d'exégèse talmudique et qu'à côté de son maître, il n'est rien. Et ce maître, parfois, il le cite, ce maître Chouchani. Et donc, me trottait dans la tête toujours de savoir, mais qui était ce maître Chouchani, qui était encore plus grand que ce maître Emmanuel Lévinas. Et donc, il faut imaginer que la pensée de Chouchani, qui a été transmise à Emmanuel Lévinas, se lie dans les leçons talmudiques, qui est l'œuvre juive de Lévinas. Alors, Lévinas est quand même un philosophe qui est resté un philosophe. Quelque part, c'était déchoir. Enfin, ça aurait pu être déchoir que de proposer des leçons talmudiques. C'est pour ça aussi qu'elles sont bien différenciées entre son œuvre philosophique et son œuvre juive. Mais il n'en demeure pas moins que sa rencontre avec Chouchani et ses commentaires éblouissants qu'il lui livre lui donne l'audace de proposer des leçons sur le Talmud. Et si Elie Wiesel a compté le personnage de Chouchani et nous a permis de savoir qui il était, en fait, les grandes lignes de sa vie, si Manitou est le seul à citer des enseignements de Chouchani, eh bien Emmanuel Lévinas est le seul à avoir érigé en pensée les enseignements qu'il a reçus de son maître Chouchani. Et il y a tout un tas d'enseignements qui nous sont parvenus et qui sont en fait la signature de Chouchani, ce fameux au-delà du verset, le fait de souffler sur les braises, l'absence en fait de certitude et de finitude par rapport à l'étude des textes, la recherche de multiplication à l'infini, quand il dit qu'il faut aimer la Torah plus que Dieu, tous ces éléments-là, eh bien, ce sont des choses qui lui ont été inspirées par son maître, Chouchani, et que je détaille d'un point de vue de la pensée dans ce chapitre que j'ai consacré à Emmanuel Lévinas. Alors, Emmanuel Lévinas qui s'en fichait de savoir qui était la vraie identité de Chouchani, lui, ce qui l'intéressait, c'était vraiment l'intellect. Il disait qu'il venait de ce coin de Lituanie où on n'aimait pas trop ce qui était plutôt, on va dire, ésotérique, enfin plutôt, vous savez que Lévinas faisait la différence entre le sacré et le saint, entre ce qui était plutôt, qui révélait de la superstition et des connaissances, et ça c'est typiquement lituanien, et si vous voulez, nous pourrons y revenir. Donc là, je vous ai balayé en gros la première partie de mon livre, ce rôle fondamental que ce professeur Chouchani a joué en France dans ces années d'après-guerre. Je voudrais juste vous dire que Chouchani apparaît en France pour la première fois dans les années 30 à Strasbourg et que beaucoup de Strasbourgeois aujourd'hui connaissent Chouchani dans les récits familiaux faits de légendes, avec toujours cette même histoire de ce génie qui se faisait appeler, alors pas Chouchani à l'époque, au début c'était Chouchonné ou Chouchana, et qui était génial, qui connaissait tout, qui dormait sur le porche des synagogues. Et donc, cette même histoire qui revient finalement à chaque fois et que des générations de Strasbourgeois ont raconté à leurs enfants. Et encore aujourd'hui, Chouchani est une légende dans ses familles. Donc, Chouchani apparaît en France dans les années 30. Il est un peu avant la guerre à Paris. Il est notamment à l'Exposition universelle, il le raconte. Il donne des cours au père de Judith Medinger, qui était à Paris à l'époque, Philippe Fest. Pendant la guerre, il est à Paris au début. Ensuite, il passe en zone non occupée. Il y a aussi tout un tas de récits qui sont faits dans le livre et un autre qui est moins connu. Et à la fin de la guerre, on l'aperçoit en Suisse. Et notamment, il est financé par le mouvement Mizrahi et puis il réapparaît à Paris dans ces années d'après-guerre et c'est là où il devient professeur et où la légende naît. La légende, comme je vous l'ai dit, qu'il entretient de son vivant, puisque lui aussi racontait des cracks sur sa vie. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est qu'avant tout ça, il y a eu un Chouchani qui ne s'appelait pas Chouchani et qui s'appelait Hillel Perelman. Alors, Hillel Perelman,
c'est une piste que j'ai suivie, une piste qui a notamment été révélée par Shalom Rosenberg, qui a été son dernier étudiant quand il est mort à Chouchani en Uruguay, à Montevideo, qui a été reprise par d'autres, notamment Yael Levin, dans 2 articles de la presse israélienne. Et donc, ce que j'ai tenté de faire, c'est de savoir est-ce que ça peut être plausible que Chouchani s'appelle Hillel Perelman. Et donc, j'ai été consulter des archives. Alors, j'ai été consulter des archives grâce à des intermédiaires. Enfin, en tout cas, je pourrais vous raconter aussi ces histoires miraculeuses sur lesquelles je suis tombée de la même façon que j'ai retrouvé les archives d'Elie Wiesel. Et donc, tout un tas de documents démontrent. Alors, j'ai réussi à récupérer l'acte de naissance de Hillel Perelman, qui était bien le fils de Manes Perelman, qui coïncide avec cette fameuse lettre qu'avait Elie Wiesel. Donc, Hillel Perelman, qui naît à Brisk, à Brest-Litovsk, le 9 janvier 1895, qui est le fils de Manes Perelman et de Feiga Perelman, qui ont 3 enfants, Hillel, Sarah et Kousiel. Feiga, la mère qui disparaît au début des années 1912, entre 1912 et 1914, qui correspond à la naissance du petit frère. Sarah, sa sœur, qui épouse Osher Mintz, avec lequel elle aura plusieurs enfants, dont Meyer Mintz. Ce Meyer Mintz, qui est le fameux rabbin aux États-Unis que rencontrera Elie Wiesel et qui lui dira « Chouchani est mon oncle ». Et toute cette famille disparaît dans le ghetto de Brisk, le fameux ghetto de Brisk, pour lequel les Allemands avaient imposé un passeport. Et grâce à ces passeports qui ont été imposés, on sait exactement qui étaient les Juifs qui sont entrés dans ce ghetto. Et on sait aussi que tous ces Juifs en sont morts, à part quelques rescapés dont on connaît les noms et qui sont moins que 10. Donc, toute la famille Perelman décède dans le ghetto de Brisk, sauf 2 personnes qui n'ont pas été recensées pour qui il n'y a pas de passeport, donc pas de photo, pas d'éléments. C'est ce fameux Hillel et ce fameux neveu, Meyer Mintz. Alors, pourquoi Meyer Mintz, déjà, le neveu, est un rescapé? On retrouve la trace parmi les archives, et j'en produis quelques-unes dans le livre. Meyer Mintz a été l'élève de la Yeshiva de Mir. Tous les élèves et les professeurs ont été sauvés grâce au consul et ont été envoyés à Shanghai. Ils ont passé l'essentiel de la guerre à Shanghai, ce qui leur a sauvé la vie. Après la guerre, ils sont partis en bateau pour les États-Unis. Donc, ce qui explique que Meyer Mintz a survécu à la Shoah. Le deuxième, de qui on ne retrouve pas la trace pendant et avant la guerre et dans les années et après la guerre d'ailleurs, c'est ce Hillel Perelman, parce que Hillel Perelman, on retrouve sa trace à partir de 1912, quand sa mère décède et que son petit frère Kouziel naît, on retrouve sa trace en Palestine ottomane. On est avant 1917, on est avant la création avant la Palestine mandataire et bien sûr bien avant la création de l'État d'Israël. Et donc en Palestine ottomane, on trouve la trace de Hillel Perelman qui suit en fait un mouvement de religieux antisionistes. Donc, antisionistes, il faut comprendre les mots à l'époque. C'était des religieux pour qui, évidemment, l'Eretz Israël comptait, mais pas en tout cas l'État politique. L'État politique ne pouvait advenir qu'après l'avènement du Messie. Et donc, on appelle ça les mouvements antisionistes autour du Rav Sonnenfeld. Et donc, Hillel Perelman suit ce mouvement et arrive à Jérusalem. Et là, finalement, très vite, il rompt avec ces mouvements du vieux Yishuv et il rejoindra la yeshiva du Rav Kook, qui lui était un sioniste, un des premiers sionistes d'ailleurs, et le premier grand rabbin sioniste religieux, et un des premiers grands rabbins d'Israël quand le mandat britannique permettra la création d'un foyer juif. Et donc, il y a des lettres du Rav Kook qui ont circulé, adressées à Hillel Perelman, puisque Hillel Perelman est l'un des premiers étudiants de la yeshiva que le Rav Kook fonde entre 1912 et 1914 à Yafo. Et il y a même une photo que la famille Mintz, Osher Meyer Mintz, avait donnée à Yael Levin et que je produis dans les livres de Hillel Perelman, Chouchani quand il était enfant, et les traits sont confondants avec les photos qu'on a de Chouchani adulte.
En 1914, au début de la guerre, Chouchani rejoint les États-Unis. Donc, il y a ces lettres de recommandation du Rav Kook auprès du Rav Meir Bar-Ilan, qui donc, le recommande son étudiant, qui est un enfant prodige, etc. Il y a aussi un article au moins de la presse yiddish qui a été retrouvé par un chercheur israélien où dans cet article de la presse yiddish, on dit que Hillel Perelman, prodige de Jérusalem, va donner une conférence dans un quartier de New York, à côté de Brooklyn. Et ce quartier de Brooklyn est juste à côté du centre d'études et de la synagogue du Rav Meir Bar-Ilan. Le Rav Meir Bar-Ilan n'est pas n'importe quel Rav. Et c'est celui qui va organiser le premier congrès sioniste religieux à Cincinnati et qui va donner le nom à l'université Bar-Ilan en Israël. Et il faut imaginer que, et c'est ce que j'explique dans le livre, que le sionisme religieux est le fil conducteur de toutes les itinérances de Chouchani. S'il quitte Brest-Litovsk, c'est parce qu'il y a le sionisme. S'il va aux États-Unis, c'est parce qu'il est recommandé par un sioniste religieux. Après, les États-Unis, on l'aperçoit à Berlin. Et c'est là aussi qu'il rencontre notamment Einstein. Il racontait que dans sa poche, il avait une lettre de Einstein, certains l'ont vue. Alors, j'ai essayé de trouver dans les archives d'Einstein qui sont aujourd'hui disponibles aux chercheurs à l'université à Jérusalem, en Israël, de voir s'il y avait une correspondance entre Hillel Perelman et Einstein. Alors, non, Einstein n'a pas laissé de double d'une correspondance vers Hillel Perelman ou inversement Hillel Perelman. Il n'y a pas de lettre dans la correspondance d'Einstein, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. En tout cas, ça veut dire qu'on ne l'a pas trouvée pour l'instant. En tout cas, c'est très probable puisque Einstein, quand il était à Berlin dans ces années 20, quand Chouchani y est, il était très accessible et tout le monde pouvait lui parler et lui écrire, et il écrivait quand on lui répondait. Et donc, après cette période qu'il passe, Hillel Perelman à Berlin, il est en Afrique du Nord. Plusieurs personnes l'aperçoivent, dont des personnes qui seront après à Strasbourg notamment. Le grand rabbin Deutsch l'aperçoit en train de donner des cours de rudiments de judaïsme à des enfants en judéo-arabe. Le grand rabbin Deutsch racontera qu'en fait, son frère était très malade, donc il l'avait suivi et qu'il le reverra après, ensuite, en zone non occupée. D'autres témoins, une famille d'Oran racontera, donc le père aussi deviendra rabbin, après il arrivera en France, que Chouchani, qui n'était pas Chouchani à l'époque, qui ne s'appelait pas encore comme ça, eh bien, était présent dans sa famille et qu'il faisait des tours de Kabbale. Il s'amusait notamment à faire bouger les pierres. Enfin, il y a tout des tas de récits. Et puis, donc, Brest-Litovsk, je résume. Brest-Litovsk, Palestine ottomane, États-Unis, Berlin, Afrique du Nord. Et c'est là qu'il apparaît en France pour la première fois, sous cette fausse identité qui n'est plus Hillel Perelman et qui est Chouchani. Alors là, je voudrais aussi insister, c'est que souvent, on associe le nom de Chouchani à la rose, mais ce n'est pas l'origine exacte de ce nom. Quand on a demandé, au début des années 30, à ce vagabond qui dormait devant le porche de la synagogue de la rue Kagenek, mais comment tu t'appelles, quel est ton nom, quel est votre nom? Et lui, il a répondu avec son yiddish qu'il parlait, qui était sa langue maternelle. Il lui a répondu, il a répondu à cette personne: je suis celui qui vient de Shushan, qui vient de Suse, je suis le premier juif, je suis Chouchné. Et c'est pour ça, avec l'accent yiddish que j'ai très mauvais, les premiers juifs de Strasbourg qui ont reconnu Chouchani disaient qu'il se faisait appeler Chouchonné, qui veut dire Suse en yiddish. Et donc, le nom de Chouchani et tous ses dérivés qu'il y a eu par la suite, parce que Chouchani était Chouchonné au début, après ça a été Chouchana, après Chouchani, il y a eu Ben Soussan, Ben Chouchan, Soussan, Chouchan. Tous ces dérivés viennent de Suse et ce n'est pas anodin. Donc Suse, la capitale de la Perse du récit de la Megillat Esther, qu'on a lu il n'y a pas très longtemps pour Purim. Et quand on lui demandait son prénom, il n'est pas anodin qu'il disait Mordechai, Mardoché. Il est mort sous l'identité de Mardoché Ben Soussan en Uruguay à Montevideo. Et encore une fois, cette histoire du juif Mardoché, le premier juif de diaspora, le premier juif à se dire juif après l'exil de Babylone, c'est en tout cas pas innocent que Chouchani, avec ses connaissances qui étaient les siennes, quand il s'est choisi un pseudonyme, s'est donné le nom de Chouchani, celui qui vient de Suse. Alors, évidemment, par capillarité, c'est devenu autre chose parce que Soussan, en judéo-arabe, c'est plutôt la rose. C'est en fait par capillarité
que c'est devenu la rose, même si Shushanim en hébreu, ce sont les fleurs de lys et pas la rose. Les fleurs de lys qui sont encore une fois le symbole de la royauté, mais par capillarité et par effet de contact et d'association d'idées, parce que chez Shoushani, la psychologie est fondamentale, on le va voir dans un instant, c'est devenu la rose. Et la rose, c'est sans doute cette mère aussi, la figure maternelle de cette mère qui est partie trop tôt et qui était son point affectif quand il était enfant. Et comme je vous l'ai dit, c'est à partir de là qu'il a quitté Brest-Litovsk pour ne plus jamais y revenir. Et donc ce Hillel Perelman, qui est quelqu'un qui va beaucoup voyager pour fuir une identité. Alors, ce que je ne vous ai pas dit aussi et qui est important, c'est que le judaïsme brisker, le judaïsme de Brest-Litovsk, là où il naît, là où il est formé dès l'âge de 3 ans, au Cheder, à la yeshiva, eh bien, est celui le modèle est essentiellement aujourd'hui dans les yeshivot, et celui qui est impulsé par le Rav Soloveitchik, le Rav Brisker, qui est un contemporain de Shoushani, puisque le Rav Brisker, le Rav Soloveitchik, est décédé en 1918. Comme je vous l'ai dit, un Shoushani, Hillel Perelman, né en 1895. Et donc, il grandit dans ce mouvement du judaïsme brisker avec cette méthode qui est particulière, cette méthode lituanienne de tout ramener à l'intellect. Elle a été décrite par le petit-fils du Rav Chaim Soloveitchik, le Rav Soloveitchik d'ailleurs que Shoushani a rencontré à Berlin, eh bien, est raconté dans l'homme de la halacha. Et le judaïsme brisker, c'est cette idée d'avoir une connaissance pointue des textes de la tradition juive, mais aussi de démontrer leur vérité face à la culture profane qui doit être la plus large possible et en même temps avec des références aux mathématiques. Et Shoushani, c'était ça. C'était quelqu'un qui, comme tous les enfants qui naissent dans ces années-là et dans ce monde-là, eh bien, on a accès dès l'âge de 3 ans au texte de la tradition juive. Souvent, on vient d'une famille pauvre et on n'a pas de cahier, on n'a pas grand-chose pour apprendre, donc on étudie avec un maître qui fait répéter par cœur dans un coin, dans un endroit un peu salubre. On a des tas de descriptions de ça, de ces enfants qui apprenaient tout par cœur, des prodiges, des enseignements de Lituanie, on en a plein, de ces gens qui savaient tout par cœur. Même Elie Wiesel racontait, c'était la méthode. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de Shoushani? C'est qu'il a eu ce goût pour, en autodidacte, s'intéresser à tout ce qu'il y avait autour, même si c'est la méthode lituanienne, et ce goût pour les chiffres. Souvent, les gens qui l'ont hébergé racontaient qu'ils se mettaient chez eux sur la table de la salle à manger et qu'ils remplissaient des cahiers, ces cahiers qu'il n'avait pas pu avoir enfant parce qu'il était trop pauvre. Alors, quand il a eu un peu d'argent, il a acheté des cahiers, il les remplissait de son écriture très serrée. Et puis, il écrivait des listes de chiffres. Parce que pour lui, il y avait une vérité du monde qui se trouvait dans les chiffres. Et il adorait les chiffres. D'ailleurs, dans les cahiers de Shoushani, qui aujourd'hui, il y a un grand nombre qui sont consultables à la Bibliothèque nationale d'Israël, puisque le professeur Shalom Rosenberg en a offert une 50aine, mais il y en avait aussi à Paris que j'ai pu consulter, des cahiers, des photocopies, à peu près aussi sans doute une 50aine. Il y a des tas de schémas de mathématiques, d'électricité, d'astronomie, de physique. Et je vous donne cette anecdote que j'ai déjà racontée, c'est qu'à un salon du livre, j'étais à côté de Samuel Sandler, Schwartz Sandler. Je dédicaçais mon précédent livre dédié à Eliane Amadou Lévy-Valency, donc la seule femme de cette école de pensée juive de Paris. Et donc, Samuel Sandler était à côté de moi. Je lui parle de mon nouveau livre sur Shoushani. Et il me dit que lui, ses parents, qui tenait le restaurant universitaire cachère et pas cher face à la Sorbonne, voyait Shoushani venir manger et il était capable d'enseigner la médecine aux étudiants en médecine ou les mathématiques aux étudiants en mathématiques. Donc, il faut imaginer que Shoushani, c'était ça aussi. Et ça, c'est un contexte d'érudition qui est donné par son lieu de naissance, qui est le judaïsme brisker. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de ces connaissances pointues des textes de la tradition juive. Si vous avez lu le livre biographique du grand rabbin Sirat,
le grand-père d'Ariel, il explique à un moment, et je le mets justement en exergue d'un des chapitres, que quand il est arrivé en France, eh bien, il avait un maître qui venait du monde ashkénaze, eh bien, qui connaissait tout par cœur et qui faisait ce truc de l'aiguille. Parce que Chouchani s'amusait à faire ce truc de l'aiguille, il appelait ça, c'est lui qui initiait ça, c'est-à-dire qu'il demandait à un étudiant de transpercer une Guémara. Et on lui disait le premier mot, il était capable de dire tous les mots qui étaient transpercés, ou sinon il était capable de commencer à partir de ce premier mot à réciter toute la Guémara jusqu'à ce qu'on l'arrête. Il connaissait tout par cœur. Mais ça, ces choses-là, eh bien, alors évidemment, c'était rare, mais ce n'était pas exceptionnel parce que ces jeunes étaient dans ce monde très pauvre, étaient habitués à apprendre par cœur et tout était enregistré, d'autant plus que la Guémara était faite, était mise en page de la même manière, la Guémara était la même pour tout le monde, donc les enfants l'enregistraient de manière photographique, mais Chouchani avait quelque chose en plus, et ce truc en plus, eh bien, c'était ce profil psychologique particulier. Alors, ce profil psychologique sur lequel je me suis penchée, puisqu'il y a des tas d'éléments qui filtrent. Alors, est-ce que j'ai demandé à des pédopsychiatres, est-ce que Chouchani pouvait être autiste Asperger? J'ai rencontré notamment Claude Rivlin de l'École des Mines, qui a rencontré Chouchani en Uruguay et qui raconte que quand il l'a rencontré, il a été totalement pénétré par ce personnage, mais qu'en même temps, quand il était enseignant à l'école des mines, il avait un élève qui était pareil, qui était comme lui, qui avait un rapport aux autres, un rapport à la société qui était un peu compliqué, mais qui en même temps était très intelligent. On pouvait lui dire une date, il savait exactement ce qui s'était passé, il retenait tout par cœur, il suffisait de lire une fois, etc. Et donc pour lui, il n'y avait pas de doute que Chouchani était autiste Asperger. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, chez Chouchani, il y a toujours plusieurs versions des choses. Et donc, j'ai interrogé deux psychiatres. L'un m'a dit que probablement, il pouvait l'être, avec beaucoup évidemment de précautions, parce qu'ils ne l'ont pas consulté. J'ai donné les grandes lignes. Et puis un autre, que vous connaissez sans doute, Michel Gad-Volkovitch de Chibolette, et qui m'a fait un profil psychologique assez précis que je retranscris dans le livre. Et pour lui, il me dit non, il était tout le contraire justement de l'autiste Asperger, même si le spectre de l'autisme est assez large et qu'il peut y avoir quelques faisceaux. Mais pour lui, il était l'inverse. Il était plutôt quelqu'un qui contrôlait les situations. Il contrôlait très bien. Il arrivait à charmer les gens qui étaient en face de lui, à les capter, à les captiver, à les manipuler en quelque sorte, à les hanter. Et pour lui, il était plutôt dans ce qu'on appellerait aujourd'hui, même si l'expression ne lui convient pas exactement, un pervers narcissique. Quoi qu'il en soit, il avait une personnalité qui était fascinante et qui a contribué à la légende du personnage. Alors, avec évidemment cet élément qu'on ne peut pas lui enlever, qu'il était un enfant prodige, un enfant précoce, qui avait des facilités d'apprentissage. Et souvent, les enfants précoces sont aussi des enfants qui sont très sensibles et qui expliquent aussi que quand son père, eh bien, cette famille pauvre, son père devait en fait l'emmener dans des communautés pour faire gagner un peu d'argent à sa famille et peut-être aux œuvres aussi de la synagogue en disant, et voilà, écoutez, mon fils, il connaissait ça, il est très intelligent, ce Hillel Perelman qui n'a pas eu d'enfance, et que quand il revenait chez lui, son point affectif était sa Rose et sa mère, qui est décédée malheureusement trop tôt, et bien c'est à ce moment-là que sa personnalité a en quelque sorte explosé, et qu'il n'a plus voulu revenir chez lui, et qui fuyait cette identité qui lui rappelait en fait le fait qu'il avait été exploité quand il était enfant, et Chouchani, ce nom, il l'avait choisi. Alors, je vois que le temps tourne, j'avais 45 minutes, mais je parle depuis plus d'une heure, donc je vais conclure. Alors, je conclus comment dans ce livre? Je conclus en fait sur ces cahiers. Ces cahiers qui sont une sorte d'espoir pour découvrir finalement Chouchani qui n'a pas écrit et qui est resté en marge jusqu'à présent des études juives, des études universitaires, parce qu'il était marginal, parce qu'il n'a pas publié, parce qu'il n'a quasiment pas enseigné dans les universités. Enfin, on l'a aperçu à Bar-Ilan, mais c'était quand même quelqu'un qui était en marge. Vous remarquerez que dans toutes les biographies officielles d'Emmanuel Levinas, du philosophe, on cite à peine Chouchani qui n'est pas très académique. Et pourtant, aujourd'hui, quelque chose semble changer avec ces cahiers qui sont consultables en ligne à la Bibliothèque nationale d'Israël et qui démontrent en fait une chose importante. C'est tous les domaines auxquels s'intéressait Chouchani, qui allait de la pensée juive aux mathématiques, les langues qu'il parlait,
Donc, j'en ai dénombré une quinzaine. Il parlait au moins une quinzaine de langues, dont la plupart, il les avait apprises dans les dictionnaires, ces schémas d'optique, d'astronomie, etc. Et donc, beaucoup de gens ont essayé d'y trouver une vérité cachée qu'il aurait codée, mais ils ne l'ont pas trouvée. On y trouve des enseignements et je pense qu'on va en trouver d'autres, des enseignements ou des notes qu'il avait prises parce que ces cahiers, en fait, ne sont pas destinés à autrui, ils ne sont destinés qu'à lui, avec ses codes qui étaient les siens. Nous tous, quand on écrit et qu'on prend des notes, eh bien, on a nos codes à nous et Shoushani faisait la même chose. Et en fait, il a rempli ses pages pour quelque part réparer cette enfance où il n'avait pas assez d'argent pour avoir des cahiers. Mais en même temps, ces cahiers sont instructifs sur l'état de ses connaissances et s'il ne devait démontrer qu'une chose, ce serait que Shoushani était un esprit brillant, une sorte de Léonard de Vinci du XXe siècle qui, en son temps, dans cette seconde moitié du XXe siècle, avait des connaissances absolument pointues sur tous les domaines. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une autre découverte ou d'autres choses dans ces cahiers. Donc voilà, j'ai essayé de vous balayer tout ce que j'avais envie de vous dire. Je vois qu'il y a des questions qui me sont posées. Alors, je ne sais pas si c'est Ariel qui va… Oui, alors je vais reprendre la main. D'abord, merci beaucoup Sandrine pour cet exposé. C'est absolument passionnant. On aimerait continuer à vous écouter, mais j'invite vraiment nos auditeurs à lire le livre parce qu'il y a encore beaucoup de pépites qui sont dans ce livre et qui sont tellement passionnantes. Alors, effectivement, les gens peuvent poser leurs questions par écrit. Je les transmettrai au fur et à mesure à Sandrine. Moi, j'aimerais commencer par une petite question parce que j'ai été très marqué finalement par la comparaison entre Jacob Gordin et Shoushani. Et j'aurais voulu savoir si vous arriviez, alors il y a visiblement beaucoup de points communs, est-ce que à travers notamment Manitou, je pense, vous arrivez à faire la distinction entre finalement ce qu'aurait enseigné Shoushani, ce qu'aurait enseigné Gordin, est-ce qu'il y avait des différences dans leur approche? Alors, c'est important, Ariel, la question qui est posée, parce que j'ai dit beaucoup de choses et en fait, j'ai rien dit, hein, parce que Shoushani, voilà, c'est un livre de 466 pages. Et l'essentiel de ma démonstration, et qui était le point de départ du cours que j'ai proposé à l'Alliance, c'était d'expliquer que Gordin, Gottfarstein, je ne l'ai pas cité encore, il a hébergé Shoushani, et Shoushani étaient les trois inspirateurs de l'école de pensée juive de Paris, et que finalement, leur méthode reposait sur une méthode lituanienne qui était assez similaire. Et cette méthode lituanienne, dont on a encore aujourd'hui eh bien, les conséquences et dont on ne sait pas forcément, parce que Gordin, aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas assez connu, et que Shoushani a enseigné et que Manitou a prise de ces trois penseurs, c'est ce dialogue, c'est cette dialectique entre savoir sacré et savoir profane, cette manière en fait de partir toujours des textes de la tradition juive pour apporter des questions qu'on peut se poser dans la modernité en faisant référence à la culture générale. Et la culture générale, c'est ce que Lévinas appelait l'Occident, c'est-à-dire en convoquant toutes les connaissances qu'on peut avoir universelles. Et cette méthode-là, eh bien, elle n'est pas différente quand Manitou l'emploie de Gordin ou de Shoushani, sauf qu'il l'a eu avant par Gordin. En revanche, comme je disais tout à l'heure, il va citer des enseignements de Shoushani, quelques petits enseignements qui finalement vont aboutir toujours au même résultat. Est-ce que vous voulez que je vous en cite un qui est un peu long? Mais oui, nous attendons ça. Voilà. C'était ma deuxième question. Peut-être que. Alors, est-ce que je vous le résume ou je le cite exactement comme Gordin? Donc, comme je vous explique, Manitou avait pris ses distances et donc il disait lors d'une conférence qu'il donnait en 79 sur le Cantique des Cantiques vu par le Grand Vilna, il dit je vais vous parler de quelqu'un qui disait quelque chose par rapport à ça. Et il dit je n'ose pas l'appeler Rav Shoushani parce que Rav, compte tenu de tout ce que je vous ai dit et ce qu'il savait de Shoushani, il ne pouvait pas l'appeler Rav, mais il l'appelait le grand Shoushani. Et donc, il dit, Manitou, donc des mots citant Shoushani, qu'est-ce que la création? C'est comme une mère qui prend son enfant et le place loin d'elle pour qu'il apprenne à marcher. Il voulait par là nous faire comprendre, Shoushani, toute cette sensibilité de Dieu par rapport à la créature, à la manière de ce que peut ressentir une mère qui met son bébé fragile au commencement de son histoire, au commencement de sa vie, loin d'elle pour lui apprendre à marcher. Alors, il y a deux possibilités.
Et ça, c'est encore des possibilités que met en avant Chouchani. Le souhait de la mère est double. Il y a d'abord qu'il apprenne à marcher, parce que tant qu'il ne sait pas marcher, elle n'a pas joué son rôle. Toute mère souhaite que son enfant apprenne à marcher. Mais en même temps, il y a un deuxième souhait. La mère souhaite lui apprendre à marcher pour qu'il revienne vers elle. L'histoire du monde se situe toujours dans cette alternative. Il faut apprendre à marcher pour grandir en tant que créature, mais il y a la confrontation à ces deux idées. Celui qui apprend à marcher pour revenir vers sa mère et celui qui apprend à marcher pour la quitter. Vous voyez la problématique qu'il y a là. Alors, si cet enfant était capable d'argumenter, il dirait, mais comment je vais tomber? Je vais tomber implique je vais faire. Effectivement, il ne sait pas marcher, mais c'est cela l'apprentissage et c'est une dure loi. Il y a le risque de la faute, c'est-à-dire du trébuchement, et cette crainte de la mère qu'il tombe. Alors, doit-elle le prendre dans les bras? Bien sûr que non, puisqu'il faut qu'il apprenne à marcher. Et vous voyez le drame qui se passe entre le créateur et la créature. Donc ça, c'est la citation de Manitou. Manitou qui cite 14 enseignements de ce genre de Chouchani. Et là, dans le commentaire, il y a deux explorations possibles. Il y a la première exploration qui est personnelle, d'Hillel Perelman devenu Chouchani, qui est un peu parabolique, de cette mère qui évoque l'autonomie nécessaire et difficile de la liberté humaine, et puis qui a abouti à une référence plus universelle au Dieu qui se cache. Derrière la mère, il y a le nom, il y a Hachem qui se cache. Et cette idée de Dieu qui se cache, elle sera reprise à plusieurs fois, en fait, à plusieurs étapes par Lévinas, et par exemple, qui va expliquer que la Guémara, qui était le commentaire de prédilection de Chouchani, je vous ai dit, en fait, la Guémara, était articulé autour de la halakha et les commentaires homilétiques, la Haggadah, et c'est ce que préférait étudier Chouchani, et ce sont les leçons talmudiques que va proposer Emmanuel Lévinas. Et donc là, je vous cite ce que dit le philosophe, la notion de Dieu, Dieu le sait, je n'y suis pas opposée, mais quand je dois dire quelque chose de Dieu, c'est toujours à partir des relations humaines. L'abstraction inadmissible, c'est Dieu. C'est en termes de relation avec autrui que je parlerai de Dieu. Je ne refuse pas le terme de religieux, mais je l'adopte pour désigner la situation où le sujet existe dans l'impossibilité de se cacher. Je ne pars pas de l'existence d'un être très grand ou très puissant. Tout ce que je pourrais en dire viendra de cette situation de responsabilité qui est religieuse en ce que le moi ne peut éluder. Et là, on en revient avec cette idée de Dieu qui se cache, qu'il faut aimer la Torah plus que Dieu, c'est ce que dit Lévinas à plusieurs reprises, et cette idée d'universalité du judaïsme, que les textes de la tradition juive ne sont pas juste une philosophie pour les juifs, mais sont une philosophie pour le monde en son entier. Et quelqu'un m'a posé une question, j'ai vu sur le fil, ce mot de déchoir, qui peut choquer, surtout quand on voit la beauté des textes de la tradition juive et quand on connaît cette école de pensée juive de Paris qui a rendu ses lettres de noblesse à l'étude. Eh bien, ce terme de déchoir, il ne vient pas de moi, il vient de Catherine Chalier, qui a posé son regard de philosophe sur la philosophie de Lévinas et sur son rapport à Chouchani, et qui disait que, et moi je le confirme aussi, Lévinas est resté un philosophe qui s'est essayé au Talmud, et que pour lui, eh bien, il est resté avec un regard de philosophes sur les textes de la tradition juive. Et ça, il ne faut pas l'oublier, et c'est pour ça qu'elle parle de déchoir et que je reprends ce mot de déchoir, puisque ce sont deux notions qui sont différentes, bien que dans ses leçons talmudiques, il a démontré justement que, comme Gordin, comme Chouchani, comme Gottfarstein, que s'intéresser aux textes de la tradition juive, ce n'était pas une survivance d'un folklore révolu, que ce n'était pas obsolète, que ce n'était pas s'attacher à la superstition, que c'était vraiment une noble tâche qui faisait partie de la culture universelle. Alors, parmi les questions que nous avons sur le chat, il y a une question à propos d'Eliane Amado-Lévy-Valency autour des dates de publication de ces différents ouvrages, mais ça, on y répondra peut-être à part. Une question également de… Bon, on y va. Alors, je vous conseille pas du tout de lire l'article de Wikipédia. Il est truffé d'erreurs. Il y a plein d'erreurs. Alors, si vous voulez quelque chose de sérieux sur Eliane Amado, je vous conseille juste de lire sa biographie que j'ai écrite il y a 2 ans. Elle a paru en 2019 pour l'anniversaire de sa mort, et Eliane Amado-Lévy-Valency s'inscrit parfaitement dans cette école de pensée juive de Paris. Elle a été la seule voix féminine qui a une formation assez similaire de celle de
Lévinas, puisqu'elle a été formée à la Sorbonne et qu'elle a eu à la Sorbonne, avant-guerre et après-guerre, les mêmes professeurs qu'avait eu Emmanuel Lévinas quand il est arrivé à Strasbourg. Donc, si vous cherchez des informations précises sur Eliane Amado Lévy-Valency, vous pouvez consulter à l'Alliance israélite universelle mon livre Eliane Amado Lévy-Valency, itinéraire, qui est apparu en 2019. Alors, nous revenons à Chouchani avec une question de Pierre Hayat. Connaît-on les maîtres de Chouchani? Quand on entend parler des gens qui ont côtoyé Chouchani, on voit qu'il citait des maîtres. Et les maîtres qu'il cite, eh bien, ce sont le Rav Kook. Et ce n'est pas innocent, ce Rav Kook dont il avait été élève, donc c'est lui qui cite le plus souvent. Et puis, après, il parle très très peu de maîtres. Il parle évidemment de Soloveitchik. Après, d'autres maîtres, peut-être qu'il a ponctué ses conférences de cours. Malheureusement, il n'y a pas eu de notes qui ont été prises ou pas d'enregistrement audio, mais il cite en tout cas le Rav Kook à plusieurs reprises et le Rav Soloveitchik. Et dans ces cahiers, il y a des traités aussi qu'il récite par cœur, parce que ça aussi, dans ces cahiers, il s'amusait à retranscrire de mémoire le début de poèmes romantiques. Alors ça aussi, je peux vous en dire un mot, de poèmes romantiques français ou de textes qui sont parfois méconnus de grands chachamim. Et donc, par exemple, ce texte en français, parce qu'il faut être humble devant les cahiers de Chouchani. Quand on est un érudit en Talmud, eh bien, on se penche sur ces cahiers, on y voit des choses. Quand on connaît un peu la littérature française, on peut aussi se pencher sur les cahiers de Chouchani comme je l'ai fait, et ça, c'est mon humble expertise. Et donc, il va parler il va retranscrire les premières lignes d'un poème qui s'appelle Les Marrons. Et c'est pour vous montrer aussi que la légende aussi, elle est là, et qu'il y a parfois des mots qui sont, donc, de ce poème qu'il reprend par cœur en français, il va mettre des ronds sous certains mots, et dans la marge, il y a un renvoi avec leur signification en yiddish. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Chouchani pensait en yiddish et qu'il n'avait pas une connaissance extra-lucide de toutes les langues, il les apprenait. Et que le français aussi, il avait aussi ses lacunes. Et que, par exemple, dans ce poème, Les Marrons, eh bien, dans le titre Marron, il n'y a qu'un R. Il n'y met pas deux R, il y a des fautes d'orthographe. Certains ont révélé parfois qu'il faisait des erreurs, et quand on lui révélait des erreurs, il était très fâché, il se mettait en colère. Donc Chouchani était une légende, était quelqu'un de foncièrement intelligent qui faisait rêver, mais c'était aussi un humain, avec ses faiblesses aussi. Je pense justement que l'un des apports de cet ouvrage, c'est justement de redécouvrir que c'était, comme vous le dites si bien, un humain et pas autre chose, et pas un être, un surhomme ou je ne sais quoi. Vous citiez le Rav Kook, et donc, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les relations finalement entre Chouchani et le mouvement sioniste, y compris si vous avez des informations sur la période après la création de l'État d'Israël, donc à une période où il n'est pas retourné en Israël, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais encore Ariel, heureusement que tu es là, parce que j'ai parlé beaucoup de ce qui s'est passé jusqu'à son arrivée en France, mais sa vie ne s'est pas arrêtée. C'est que dans les années 50, il est parti rejoindre les kibboutz religieux. Il est resté 2 ans et demi en Israël où il a rejoint des kibboutz religieux. Il est revenu quelque temps en France et après, il a fini ses jours à Montevideo. Et cette question posée sur le sionisme, qui a été le fil conducteur de ses errances, c'est vraiment ça. Parce que comme je vous l'ai dit, il est parti avec un mouvement sioniste qui était un mouvement du vieux Yishuv, même s'il était anti-sioniste, c'était un mouvement sioniste, c'était pour le retour à la terre, à Eretz Israël. Il est auprès du Rav Kook, et là, il devient sioniste religieux. Aux États-Unis, il fréquente le mouvement Mizrahi. Quand il était à Berlin, il est aussi proche du mouvement sioniste. Et la question que tu me poses, Ariel, c'est qu'est-ce qui s'est passé après-guerre? Est-ce qu'il est resté? Eh bien, c'est ce qui est tout à fait intéressant dans ma recherche, et c'est vrai qu'on le relève peu, et c'est grâce à des témoins aussi. Chouchani était présent aux 2 premières rencontres de l'Apol à Mizrahi en France en 1945 et au 1946. Et comment on le sait? C'est que dans ses mémoires, le rabbin Capel, alors parfois il y a 2 P, un P, un A, un E, peu importe, il a écrit ses mémoires, et dans ses mémoires, il explique qu'il y a eu 2 Peggy Shot, 2 rencontres qui ont eu lieu, 2 rencontres, les premières du mouvement sioniste en France, qui avaient du mal à prendre, parce que mouvement religieux et mouvement sioniste, il faut imaginer qu'à une époque, c'était quelque chose qui était opposé. Eh bien, ces 2 rencontres, il y a quelqu'un qui va proposer une leçon sur Torah ve'avoda, la Torah et le travail, qu'est-ce que c'est que l'homme juif régénéré? Et ce monsieur, c'est Chouchani.
c'est écrit dans ses mémoires. Et donc, dans la presse juive de l'époque, il est écrit aussi que Chouchani a donné des leçons à ce moment-là. Ce qui est intéressant, Ariel, aussi pour répondre à cette question, c'est que des élèves de l'école d'Orsay eh bien, m'ont confirmé, qui sont très âgés maintenant, qu'ils avaient participé à des camps d'été du mouvement sioniste et que Chouchani était là pour leur faire passer l'examen d'entrée en hébreu. Et donc, on ne s'attendait pas à le voir là. Et donc, l'une d'elles raconte et qu'elle lui fait passer. Elle est étonnée de voir le professeur Chouchani qu'elle est vu à l'école d'Orsay. Et il lui dit, mais tu n'as pas un bon niveau, Israël n'a pas besoin de toi. Et ça aussi, c'est important dans le lien avec l'État d'Israël, c'est qu'il avait une tellement haute idée d'Israël. Il va, dans le chapitre lié à Elie Wiesel, c'est qu'il va lui faire renoncer à partir en Israël parce que pour lui, Israël, c'était vraiment quelque chose de fondamental. Israël avait besoin d'hommes régénérés qui soient brillants dans tous les domaines. Et donc, il va dissuader, par exemple, Elie Wiesel qui voulait y aller quand l'État d'Israël a été créé. Il va lui dire, il ne faut pas y aller. Et c'est pour ça qu'Elie Wiesel n'y va pas tout de suite. Il y a tout un texte que je cite dans le livre avec ce lien à l'État d'Israël. À l'école, dans les maisons d'enfants, Judith Emedinger racontait qu'il gardait les journaux, que dès qu'il y avait quelque chose qui se passait en Eretz Israël, avant la création de l'État, il tendait l'oreille, il gardait tous les journaux, ça pouvait monter jusqu'au plafond. Et donc après, il finissait par tout jeter, il piquait une crise, etc. Mais quand il est financé aussi par le mouvement sioniste religieux. Quand il est en Uruguay, et encore une fois, ce n'est pas anodin, puisque jusque dans la mort, le mouvement sioniste religieux a été présent. Il meurt le 26 janvier 1968, invité par le Bnei Akiva à donner une conférence pour les futurs professeurs du Bnei Akiva d'Amérique du Sud. Et c'est là qu'il meurt. Donc, de la naissance jusqu'à la mort, le sionisme religieux a été un fil conducteur et qui a toujours été présent. Alors, vous allez me dire pourquoi il n'est pas resté en Israël. Pourquoi, s'il était si sioniste que ça? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, un des éléments de sa pensée, parce qu'il était lituanien et que beaucoup m'ont rappelé, il était contre l'idolâtrie. Et donc, s'attacher à un lieu, pour lui, c'était aussi quelque part être idolâtre, ce qui ne l'empêchait pas d'être sioniste de diaspora et très attaché à l'État d'Israël. Et en même temps, il avait cette psychologie particulière qui faisait qu'il fuyait, il avait peur des zones qui n'étaient pas trop en sécurité. Et c'est pour ça qu'il a rejoint l'Uruguay notamment, parce que l'Uruguay était considéré comme la Suisse des Amériques, un endroit où il pouvait être en sûreté. Israël, c'était trop instable pour lui. Voilà, donc il n'est pas à cause de l'idolâtrie, il est anti-idolâtrie et en même temps, il était plus ou moins inquiet de sa sécurité et c'est pour ça que il a quitté. En fait, la période où il a vécu le plus longtemps quelque part, c'était en Uruguay, entre 1954 à peu près et 1968, même s'il continuait de faire des allers-retours pour la France. Merci beaucoup, Sandrine. Nous allons conclure ici. J'aimerais vraiment vous remercier, inviter tout le monde à lire le livre parce qu'il y a encore beaucoup d'éléments à découvrir grâce à cette étude. Je rappelle le titre, Fascinant Chouchani aux éditions Hermann.